Ça fait des années que je m'intéresse au dérèglement climatique, à toutes les catastrophes annoncées ou déjà vécues, aux alertes lancées par les scientifiques. Parler de ce sujet aux autres m'a toujours donné l'impression d'être ringarde ou rabat-joie. Je crois pourtant qu'aujourd'hui ce n'est plus une histoire de tendance ou non. On entend souvent les adultes sur la question du dérèglement climatique. Mais les jeunes, ceux qui vont vivre avec et qui n'ont pas vécu sans, pas vraiment. Alors je me suis demandé, qu'en pensent-ils, eux ? Quels sont les avis sur le dérèglement climatique de ceux de mon âge, dont la famille n'est pas forcément proche de la nature ou sensibilisée sur ce sujet ? Je pensais que tout le monde avait un avis tranché sur la question. En fait, non. La plupart connaissent le dérèglement climatique, de nom, et quelques informations qui sont rabâchées depuis des années. La fonte de la banquise, les ours polaires en danger, l'augmentation de la température dans des endroits jusqu'à présent glacials, la planète qui deviendrait invivable pour nous. Mais ça reste quelque chose de vague, de lointain. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'information ? Chacune des interviews que j'ai réalisées m'a permis d'avoir l'avis d'un jeune, mais m'a aussi fait réaliser que la plupart sont assez peu informés sur cette question. Et il me semble difficile d'être concerné par un sujet dont on ne connaît pas grand-chose. Qu'est-ce que le dérèglement climatique ? Quelles sont ses conséquences sur nos vies, sur la planète, sur l'environnement et les espèces ? Est-ce que c'est urgent ? Combien de temps a-t-on pour agir ? Et comment ? Et qui ? Est-ce que c'est trop tard ? Quel avenir est possible ? Chacun des jeunes que vous allez rencontrer a essayé de donner une réponse à ces questions. Et puisqu'il semble y avoir un problème d'information, on va le régler maintenant, en vous donnant simplement des informations. Pourquoi il fait de plus en plus chaud ? Pourquoi les glaciers fondent ? Pourquoi les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes ? Tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Depuis 1980, l'augmentation de la température de la planète s'accélère énormément. En plus de 100 ans, les températures ont déjà augmenté de presque 1 degré. Les scientifiques pensent que ce sont les activités humaines qui sont la cause. Le charbon, le pétrole et le gaz rejettent du CO2. L'élevage intensif des bovins rejette du méthane, qui est le deuxième gaz mis en cause. Et donc, les catastrophes naturelles ont doublé depuis 1990. L'Arctique, l'Antarctique, mais aussi les glaciers fondent et le niveau des océans ne font que grimper. Depuis 1900, le niveau des océans a monté de 20 cm. Le changement climatique menace des écosystèmes, des animaux et des végétaux. C'est pourquoi 195 pays ont signé l'accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et si ça continue, la planète sera invivable et c'est pourquoi il faut faire quelque chose. Le dérèglement climatique est dû aux gaz à effet de serre, comme le CO2 et le méthane. Ils sont présents naturellement dans l'air et l'atmosphère, mais les activités humaines en ont rejeté trop depuis le début de l'industrie, et ces gaz ont donc commencé à trop retenir les rayons du soleil, ce qui réchauffe le climat. Les émissions en masse de ces gaz sont dues à 3 causes principales. La première, c'est l'utilisation des énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole, le gaz, qui est responsable à 70% du dérèglement climatique. Produire ces énergies fossiles et les brûler pour produire de l'énergie émet beaucoup de CO2 et de méthane qui partent ensuite dans l'atmosphère. La seconde, qui est la cause de 11% du dérèglement climatique, c'est la déforestation. Les arbres utilisent et stockent le CO2 pour grandir. Lorsqu'ils sont coupés, le carbone qu'ils contenaient est rejeté dans l'atmosphère et ces arbres morts ne peuvent bien sûr plus le capter. De plus, les forêts qui sont replantées ensuite sont souvent monospécifiques et elles captent beaucoup moins de CO2 qu'une forêt primaire riche en biodiversité. Et la troisième cause, responsable de 10% du dérèglement climatique, c'est l'agriculture et surtout l'élevage, car les rots et les pets des vaches émettent beaucoup de méthane, sachant que rien qu'en France nous élevons 19 millions de vaches. Alors, que penses-tu du dérèglement climatique ? Je pense que c'est inutile. Je pense que c'est entièrement notre faute, on en paye les conséquences, du coup c'est bien fait, mais ce qui m'embête, c'est que du coup on fait payer toutes les espèces aussi.
que c'est pas bien, qu'on devrait arrêter de polluer. Comment? Je sais pas trop. Mais j'ai quand même plein d'idées. Des tsunamis, des inondations, etc. tuent des gens. Ça, par notre faute. C'est entièrement de la faute des gens en fait. Si jamais, par exemple, il n'y aura pas eu les humains, il n'y aura pas eu le dérèglement climatique comme ça par exemple. Ils récoltent ce qu'ils ont semé quoi. C'est la nature qui reprend ses droits et je trouve ça normal. Alors moi je trouve que c'est pas assez. Il y a des gens qui agissent, c'est bien, il y en a qui trient, il y en a qui utilisent jamais la voiture. Un petit truc comme ça peut être très utile, mais c'est pas assez. Il faut que tout le monde y mette un petit peu du sien. Je dis pas qu'il faut que tout le monde se mette à être végétarien, tout le monde doit utiliser un vélo. Je dis pas ça. Je dis qu'il faut être un petit côté écolo tout le monde. Les gens font pas attention, ils se donnent bonne conscience souvent. Le truc, c'est qu'on agit chacun à notre niveau, mais en vivant dans un pays comme la France, au niveau carbone, on n'a pas beaucoup de marge en fait. On a 25. Si on est le plus déter, le plus déter de la planète, on peut baisser de 25% de nos émissions de carbone. Et c'est insuffisant quoi. En fait, le système dans lequel on vit nous force à consommer. Même si on essaye d'être écolo, on va être obligé de relâcher des tonnes et des tonnes de carbone. Il me semble que la moyenne, c'est autour de 7 tonnes par personne par an. Et les gens les plus déter passent sous les 5, mais pas en dessous. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de la gravité de la situation actuelle. Je trouve que les gens ils ont réagi beaucoup trop tard alors que ça aurait dû réagir dès le début en fait. En fait il y en a qui réagissent mais pas énormément. Et puis il y en a aussi qui réagissent, qui disent ouais c'est triste mais qui font rien pour faire avancer. Du coup ils disent ouais ok c'est triste. Et voilà, ça s'arrête là. Les gens ne font rien. Si pardon, ils s'inquiètent. D'autres se sont réveillés un temps, mais se sont rendormis. Ils ont manifesté, puis ont vite arrêté. L'hypocrisie chez les gens est flagrante. Ils se plaignent. Ils reprochent aux politiques et aux industriels de ne rien changer. Mais eux, ont-ils changé? Ils se plaignent de la pollution de l'air. Mais ils prennent la voiture. Ils se plaignent de l'état critique de notre planète. Mais personne ne change son mode de vie. Je voudrais dire aux gens d'ouvrir les yeux et de ne pas les refermer. Aux politiques de se bouger et d'arrêter de faire les sourds. Et enfin, les industriels, c'est tout bénef. Alors pourquoi changer? C'est aux personnes de se révolter. Les scientifiques alertent sur un dérèglement climatique depuis les années 70. Cela fait donc 50 ans que ce phénomène alarmant est connu. Et pourtant, les plus de 30 ans se sentent beaucoup moins concernés par le dérèglement climatique que les 15-30 ans, qui eux sont environ 85% à se sentir concernés. Or, se sentir concerné et se responsabiliser sont les premières étapes pour agir. Pourquoi les plus vieux sont moins sensibles au dérèglement climatique que les plus jeunes? Premièrement, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus du dérèglement climatique qu'il y a 50 ans. Et deuxièmement, parce que les jeunes arrivent dans une situation qui est déjà critique, alors que les plus vieux se sont habitués à ce qu'on leur parle du dérèglement climatique avant que les conséquences ne soient clairement visibles. Il leur paraît donc moins dramatique et ils réagissent moins. Qu'est-ce que tu ressens par rapport au dérèglement climatique? De la tristesse parce qu'on nous a donné une terre et puis on a fait n'importe quoi dessus et de la colère aussi parce qu'il y a des gens qui ont des réflexions genre si moi je fais ça, ça va quand même rien changer. En fait ça m'énerve. Si jamais on a ce genre de réflexion en fait, on va jamais pouvoir changer vraiment en fait. Je trouve ça fait un peu peur et je pense qu'il faut agir pour que ça aille mieux. Moi ça m'énerve parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pas conscience de ça et qu'au final ils en ont rien à faire et du coup j'ai envie de leur dire allez-y faites quelque chose. Ça me fait plus peur qu'autre chose. Moi je trouve ça fait peur parce que on se dit qu'après quand ce sera les générations futures ça sera encore pire et du coup je me dis ouais si mes enfants ils vivent comme ça encore pire que nous on le vit en ce moment ça va pas forcément être rigolo. Moi ça me fait de la peine
de voir que tout change et que personne ne fait rien. Enfin, pas beaucoup de personnes. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que ça choque personne. Ils s'en foutent, ils disent ok, c'est comme ça et on va rien faire. Enfin, ça fait peur pour les gens d'après, en fait. Du coup, ça va être encore de pire en pire. Ça y est, j'ai trouvé la solution pour tout résoudre. Je vais détruire la race humaine. Quoi? Vous ne me croyez pas? Non, oui, c'est vrai, j'en serais incapable. J'en serais incapable car ici, il y a un petit cœur qui bat. Un petit cœur qui a peur. Peur de quoi? De l'avenir. Vous allez me dire, non mais c'est normal, tout le monde a peur de l'avenir à un moment ou à un autre. Non. Mon cœur a peur pour l'avenir de cette planète. Il a peur pour quelque chose que lorsque j'étais petite, je croyais éternel. La pollution. Un monstre que l'homme a créé par inadvertance. Un monstre qu'on ne contrôle plus. Un monstre qu'on ne cesse de nourrir. Un monstre sans lequel des milliers d'espèces ne seraient pas mortes ou en train d'agoniser sans comprendre le pourquoi du comment. Un monstre sans lequel il y aurait de la verdure absolument partout, des arbres, des fleurs. Non. Malheureusement, il est présent. Et la pollution a pris le trône de la nature. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce normal que mon cœur ait peur? Est-ce normal? Le dérèglement climatique a un impact sur notre psychologie. Il peut provoquer un mal-être, une grande angoisse, des pensées obsessives. Dès les années 90, des spécialistes de la santé mentale ont donné un nom à ces troubles causés par la conscience de ce qui est en train de se passer, l'éco-anxiété. Ce n'est toutefois pas considéré par les professionnels comme un trouble, une maladie mentale, car la cause de l'inquiétude est une réponse normale au rapport climatologique actuel. Et l'éco-anxiété n'est pas que négative, car elle peut servir de moteur pour changer les choses et amener les gens à se sentir responsables et à agir. Selon toi, ça va donner quoi comme futur si on continue à ne rien faire ? Je sais même pas si notre espèce survivrait, pour être sincère. Je pense pas. Si on continue comme c'est parti là, on fonce dans le mur. Ça fait peur parce qu'on se dit que si on fait des enfants et que nos enfants ils ont des petits-enfants, et ça va être compliqué pour eux de vivre dans ce monde. Le futur, je le vois de façon plutôt pessimiste quand on voit comment ça va en ce moment. Enfin, on continue à croire en la croissance et l'écologie en même temps. Non, si on continue comme ça, on est foutu. D'ici la fin du siècle, vu les courbes comme ça fait, on est mort. Le futur dépend de ce qu'on fait. Mais je ne pense pas que des gens, beaucoup de gens vont se révolter. Mais bon, même si c'est triste, j'imagine mon futur pollué. On se dit qu'il va y avoir quelques millions de morts, mais quelques milliards, pardon. Chers adultes, je récapitule. Faisant partie de la génération du changement, du futur, de l'avenir, et celle qui doit saisir la dernière chance pour sauver l'humanité et la planète, nous autres, jeunes, nous devrons, une fois adultes, changer, révolutionner totalement la société, notre mode de vie, le monde entier. D'accord, très bien. Je suis adulte dans 4 ans. Je pense que le point de non-retour au niveau du dérèglement climatique sera déjà atteint. Ce futur que vous nous proclamez, il n'existe pas encore. Et le passé où vous avez fait vos boulettes qui nous obligent aujourd'hui à sauver l'humanité n'existe plus. Donc il ne reste que le présent. Dernier choix. Le plus évident en fait. Donc ce serait bien de changer les choses maintenant, d'agir maintenant. Parce que qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas des miracles. Quand on arrivera, on fera exactement les mêmes choses que ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Alors, agissez.
Actuellement, à cause du dérèglement climatique, les événements extrêmes tels que les inondations, les crues, les sécheresses, les incendies sont de plus en plus fréquents et intenses. La fonte des glaces s'accélère, le niveau des océans augmente, les coraux sont au bord de l'extinction. À cause de la quantité de CO2 que l'océan absorbe, l'eau est en train de s'acidifier, ce qui va avoir un impact néfaste sur les écosystèmes maritimes. Les changements climatiques déjà présents ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire et les écosystèmes terrestres. Ils contribuent également à la désertification et à la dégradation des sols. Selon les rapports du GIEC, les engagements pris à la COP21, dans le cas où ils seraient respectés, ne seront pas suffisants pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré et conduiraient plus à un réchauffement de 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Dans ce scénario, les coraux disparaîtraient, les événements extrêmes seraient de plus en plus fréquents et intenses. Cela aura aussi un impact sur le rendement des cultures, les écosystèmes terrestres, la pêche artisanale et augmentera la mortalité liée à la chaleur. Les risques d'incendie, de pénurie d'eau et de perte de végétation seront très élevés. Bref, le dérèglement climatique a déjà un fort impact néfaste sur tous les domaines, et cela va être de pire en pire. Et alors, que faire ? Comment mettre fin à cette catastrophe ? Il faut agir, d'accord, mais qui ? Quand ? Et surtout comment ? Ce sont ces questions auxquelles nous devons et allons maintenant répondre. Tout le monde. Parce que, enfin, il peut y avoir quelques personnes qui agissent pas, ça n'empêche pas le fait que. Mais si tout le monde, vraiment tout le monde agissait contre le réchauffement climatique, je pense que ça irait beaucoup plus vite. Surtout les politiques, puisque c'est eux qui font rien pour l'instant et c'est eux qui sont à la tête des États. C'est avec eux qu'il peut y avoir le plus de changements. Tout le monde doit agir, voyons. La Terre n'est pas à nous, elle nous loge. Donc nous devons tous la remercier. Nous devons tous agir. Pour moi, ceux qui doivent agir, c'est déjà ceux qui sont en tête des différents pays dans lesquels on vit, pour que ça pousse toute la population à le faire. Alors que là, c'est la population qui le fait pour essayer de pousser ceux qui sont en haut. Je pense que c'est à tout le monde d'agir parce que déjà, on devrait agir dès son plus jeune âge parce que c'est comme ça qu'après on grandit toujours en agissant et qu'il n'y a pas que les grands hommes politiques ou les gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent agir, on peut tous le faire. Déjà en premier, nous et après les adultes quand ils seront grands, quand ils vont mourir, ça va être vraiment la période où ça va être très très difficile. Du coup je pense que c'est vraiment à nous les ados ou les petits d'agir. Mais les adultes aussi peuvent faire aussi leur part. C'est tout le monde qui doit agir parce que s'il y a que quelques personnes qui s'y mettent et que les autres ils font n'importe quoi, ça servira à rien du tout en fait au final. Ouais, oui. Mais tout le monde, vraiment tout le monde, tous. En fait, dès qu'on est petit à l'école, on devrait nous apprendre ça, à pas gaspiller, à pas jeter par terre ou autre. Rien que des petits trucs comme ça de la vie, quand on voit un papier par terre, le ramasser, le mettre dans une poubelle, ça fait avancer les choses. Vous êtes la génération du changement, l'avenir de la planète. C'est ce qu'on nous dit à nous les jeunes. Peut-être qu'on est l'avenir, c'est un peu logique, mais franchement, vous pensez sérieusement qu'on peut réparer la planète à nous tout seuls ? Nous les humains, on peut réparer la planète, mais seulement si on s'y met tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est ceux qui sont nés entre 1960 et 2010, à peu près. Moi, personnellement, je me pose la question, à quoi ressemblera la Terre plus tard ? À un paradis ou à un désert ? Personnellement, je penserais plus pour l'option désert que l'option paradis. Je pense qu'on est d'accord. Mais si on s'y met tous ensemble, on peut faire de la Terre un paradis. Pour en revenir à ce que nous disent les adultes, ça fait un peu ça. Vous êtes la génération du changement, l'avenir de la planète. Et vous, les jeunes, vous allez tout faire pour que nous, les vieux, on ait un meilleur avenir. C'est le monde à l'envers, c'est eux qui ont pourri la planète, et c'est à nous de la réparer. Vous avez déjà vu un adulte qui dit à un enfant qui vient de casser un verre « T'en fais pas, je vais tout réparer ?» Non, c'est plus « Tu me nettoies ça tout de suite, compte pas sur moi pour t'aider. » En fait, oui, c'est ça complètement. Et on peut aussi vous renvoyer à l'ascenseur en vous disant que c'est vous la génération du changement et l'avenir de la planète, et vous allez tout faire pour que ma génération ait un meilleur avenir. Vous allez voir la pression que ça met. Et pour finir, cette citation de Sitting Bull, qui est « Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, le dernier animal chassé et le dernier arbre coupé, l'homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas. »
Connaissez-vous la légende du colibri ? L'histoire commence avec un incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observent impuissants le désastre. Seul, le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec dans la rivière pour les jeter sur le feu. Après un moment, les autres animaux, agacés par cette agitation dérisoire, lui disent « Colibri, mais que fais-tu ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri leur répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Si chacun d'entre nous prenait un peu d'eau pour le jeter sur cet immense incendie que nous avons déclenché, à 7 milliards d'êtres humains, à votre avis, quel serait le résultat ? Selon toi, à partir de quand faut-il agir ? Là, faut quand même agir, mais je sais que ça prendra du temps, mais il faut quand même agir bien maintenant si on ne veut pas que ça soit pire plus tard. Il faut agir avant que ce soit plus possible, qu'on puisse plus vivre. C'est plus qu'urgent en fait. L'objectif des 2 degrés, du coup, là, qu'il disait ouais, on a 1 an et demi pour rester sous les 2 degrés. C'est des conneries. Les 2 degrés, c'est inatteignable. On pourrait arriver autour des 2 degrés de plus d'ici 2050-2100, mais pour ça, il faudra redevenir des chasseurs-cueilleurs du jour au lendemain. Demain, on redeviendra des chasseurs-cueilleurs et on sera en dessous des 2 degrés à cause de l'inertie. Les scénarios les plus optimistes feraient qu'on serait plus vers du 4 degrés de plus, mais si on continue comme ça, on atteint les plafonds là, on double la température moyenne. Je pense qu'on a du temps, mais que ça fait trop longtemps que c'est urgent et que du coup, aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse quelque chose, sinon dans quelques années, on pourra plus rien faire. C'est urgent. C'est là le réchauffement climatique, on y est en fait. Donc là, si on fait rien du tout, on est foutu. Du côté de l'écologie, au niveau politique, on entend beaucoup de promesses, mais peu d'entre elles sont tenues. On remet toujours à demain. Et si l'on cherche à accélérer le mouvement, comme avec la Convention citoyenne pour le climat lancée en France en 2019, les politiques se refusent à agir, prétextant que telle ou telle proposition n'est pas tenable, qu'elle menacerait l'économie, qu'il faut y aller doucement, laisser le temps aux gens et aux industries de s'habituer à l'idée. Vous l'avez compris avec les estimations du GIEC, ce temps d'acclimatation, nous ne pouvons plus nous permettre de l'avoir. Par ailleurs, ces propositions qu'ils disent impossibles ou difficiles à mettre en place, elles ne le sont pas. Produire plus de la moitié de son électricité grâce à des énergies renouvelables, c'est ce qu'a réussi la Norvège en 2017 et le Portugal en 2019. Le Costa Rica et l'Islande sont même allés plus loin. Ils ont atteint tous les deux les 100% d'énergie produite d'origine renouvelable en 2019 pour le premier et en 2017 pour le second. C'est donc possible. Favoriser les transports dits propres, c'est ce qu'ont fait la Slovénie en réaménageant le centre-ville de sa capitale pour privilégier les déplacements à pied ou à vélo, la Finlande, où environ 70% des trafics de sa capitale sont des transports en commun, ou encore l'Autriche qui a développé sur tout le territoire un réseau de pistes cyclables de 10 000 km. C'est donc possible. Réutiliser la grande majorité de ces emballages, parvenir à faire des économies en triant et recyclant ces déchets, la Finlande et la ville de San Francisco l'ont réalisé en 2017. Donc c'est possible de faire des actions au niveau national sans que tout s'effondre. Mieux, cela améliore la qualité de vie des gens. Mais en dehors des décisions politiques et nationales, que pouvons-nous faire, nous, citoyens et individus, pour réduire notre impact sur la planète ? Comment sortir du sentiment d'impuissance si fréquent et enfin agir ? Je pense qu'il faudrait changer les choses, qu'il faudrait enfin agir parce que personne n'agit. Enfin si, il y a beaucoup d'associations et tout qui agissent, mais pas les personnes en haut niveau. Alors déjà, il faudrait changer de système. Le système capitaliste et l'écologie, ça fait deux. C'est à cause de ce système et de la révolution industrielle qu'on en est arrivé là. Faudrait pas tuer l'homme, mais il faudrait qu'on essaye de moins piétiner les territoires naturels. Nos parents devraient nous dire ce qui se passe, que la planète va pas bien, voilà, et que les parents devraient éduquer leurs enfants en leur disant que il faut par exemple trier ses déchets, ne pas toujours par exemple construire des bâtiments sur des endroits naturels. En fait, j'aimerais bien qu'on réduise en fait la consommation d'internet par exemple, parce que la cyberpollution ça existe par exemple.
Il y a des gens qui passent leur journée sur internet. Certes, on en a besoin, mais pas autant qu'on utilise aujourd'hui. Faire du covoiturage déjà, ça fait moins de pollution. Et il y a plein de trucs vraiment qui prennent rien, enfin qui coûtent rien dans une vie, comme jeter les papiers dans une poubelle, ça coûte rien et ça prend pas de temps et voilà. Après il y a plein de trucs, si on peut se déplacer en vélo, des trucs, éviter de prendre, pour faire moins de pollution, éviter de prendre des bouteilles en plastique, des trucs, enfin plein de trucs comme ça et ça évitera de faire de la pollution. Nos actions, c'est comme des gouttes de pluie dans un océan. Mais après, que serait l'océan sans gouttes de pluie, sans gouttes d'eau. Donc il faudrait qu'on s'y mette tous, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sont enfermés dans des idées climato-sceptiques et malheureusement ils sont souvent au pouvoir. Hein. Je ne citerai pas Trump ou Bolsonaro. On ne se rend pas bien compte de l'impact que l'on a dans notre quotidien sur la planète, parce que ce n'est pas visible ou mesurable sur le moment. Il y a pourtant des dizaines de petites actions accomplies chaque jour que l'on peut repenser, modifier ou bien mettre en place pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et notre impact négatif sur la Terre. Je vous propose 3 actions simples à faire dans chacun des 5 domaines suivants. Pour la nourriture, manger local et de saison limite la distance que doivent parcourir les aliments pour arriver jusqu'à nous et donc du même coup les émissions de CO2 liées à ce transport. Et on évite également d'utiliser de l'énergie pour faire chauffer des serres ou pousses, par exemple des fraises en hiver. Manger bio ou des aliments issus de l'agriculture raisonnée limite la quantité de produits chimiques que l'on avale, ce qui est bon pour notre santé, et du même coup la quantité de produits chimiques qui polluent les sols et l'eau et empoisonnent les animaux. Et enfin, peut-être est-ce l'action qui sera la moins difficile pour vous, ou au contraire la pire, manger un steak en moins par semaine. Ça vous semble peut-être bizarre, mais en un an, sans le savoir, vous aurez fait économiser à la Terre au moins 72 800 litres d'eau. Pour les transports, si c'est possible, il vaut mieux se déplacer à pied, à vélo, en trottinette, etc., prendre les transports en commun ou faire du covoiturage. Dans le cas des déchets, les 3 actions que je vous propose sont acheter en vrac ou avec des emballages en carton, papier, bref, limiter au maximum le plastique qui dans la plupart des cas ne se recycle pas et finit par polluer. Trier ses déchets et bien les mettre dans une poubelle pour qu'ils n'aillent pas tuer un animal et polluer. Faire un compost dans son jardin ou proposer à sa ville d'installer un composteur pour que les matières organiques, épluchures, ce qui reste d'un repas, qui peuvent nourrir la terre ne soient pas brûlées et finissent par polluer à leur tour. Pour l'énergie, il y a les gestes habituels, ne pas oublier d'éteindre la lumière, de fermer le robinet, etc. Si vous avez des plantations, essayez de prendre des plantes qui demandent peu d'eau et arroser à un moment où il ne fait pas chaud pour limiter l'évaporation, installer des panneaux solaires sur les toits ou des éoliennes, etc. Et enfin, planter, végétaliser. Les plantes ont de multiples avantages. Elles donnent de la nourriture, de l'ombre, attirent la pluie, stockent le CO2, produisent de l'oxygène, limitent l'érosion des sols, nourrissent la terre et de multitudes d'animaux et peuvent aussi remettre de la couleur et de la vie dans des lieux délaissés. Il existe des centaines d'autres solutions que celles que je vous ai présentées. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire, loin de là. Vous pouvez choisir une ou deux de ces actions, ou certaines dont vous aviez déjà entendu parler avant, et les mettre en place chaque jour, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, mettre en place dans votre quotidien une 3e, une 4e action. Vous pouvez aussi en essayer un certain nombre pour finalement choisir celles qui vous correspondent le mieux, qui sont le plus faciles à tenir pour vous. Il vaut mieux des milliers de personnes qui pratiquent une écologie imparfaite qu'une seule qui est une écolo parfaite. C'est beaucoup plus efficace. Est-ce que tu as un message à transmettre aux gens ? Je voudrais leur dire que ils devraient tous agir, qu'on devrait tous prendre conscience de ce qui se passe et pas passer au-dessus. Et que même si on n'a pas forcément les moyens de faire quelque chose, qu'on essaye quand même à notre échelle. Il faut s'indigner. Il faut qu'on prenne conscience de la gravité de la situation et il faut se rebeller pour qu'on puisse changer les choses. On va pas pouvoir sauver toutes les espèces. Nous, évidemment, on est quasiment condamnés maintenant, comme beaucoup d'autres espèces, mais si on fait juste nos actions quotidiennes, on va arriver à baisser, mais pas suffisamment. Il faut s'indigner, se révolter pour pouvoir changer le système en profondeur. Il faut faire attention à notre terre parce qu'elle est belle, il ne faut pas qu'elle soit
qu'elle soit pire plus tard. Bah, arrêtez de faire n'importe quoi. Prenez soin de la planète. Bah, faites quelque chose. Voilà, tout simplement. Alors, agissons. N'écoutez pas ceux qui disent que ça ne sert à rien. Que font-ils, eux? Rien. Et comme l'a dit Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent et ne font rien. Rappelons-nous pour qui ou pourquoi agissons-nous, et gardons-le en tête. Merci à Kaoni, Tepoe, Siloé, Nina et Hugo d'avoir pris le temps d'écrire un texte et de se filmer pour participer à mon film. Merci à tous ceux qui ont accepté que je les kidnappe pour répondre à mes questions. Merci à Kuo d'avoir monté l'introduction de ce film. À Lauriane d'avoir réalisé l'incroyable musique que vous écoutez encore maintenant. À Robin, Ambre et tous ceux de la MJC de Rive de Gier qui m'ont aidé et accompagné durant tout ce projet. Et enfin, merci à vous qui regardez ce film. Je vous souhaite d'avoir une belle vie.